oui. Alors j'espère que la petite souris sur le micro fait son effet. Enfin, que je parle de la petite souris, c'est la mousse. Parce que alors ça monte ici. Mais il paraît que plus haut sur la côte, ça monte encore plus. J'ai pas mis la casquette, j'ai dû mettre le bonnet. Mais pas sûr que le bonnet y tienne. Hein. Nous sommes à Crescent City. Oui, nous avons quitté le Redwood National Park et tous ces séquoias. Mais il y en a encore quelques-uns, dont le sud de l'Oregon, qui va être juste au-dessus. À Crescent City se trouve le phare de Battery Point. Il est juste là. La particularité, c'est que pour y aller à pied, il faut profiter de la marée basse. Parce que le chemin, il passe juste là en dessous. À marée haute, tu rames. Désolé pour le contre-jour, pourtant le soleil il est là. Je peux pas être à contre-jour si le soleil il est là. Bah ouais, mais t'es à contre-jour. On vous a dit que le décorum allait changer, hein? Du tout au tout. On est sorti des grands arbres. On peut se retrouver au bord de l'océan Pacifique avec ses embruns. Alors quand ça souffle, on peut me dire que des fois on a l'impression qu'il y a un brouillard insistant qui traverse la route. Et puis qui traverse la peau aussi. Il paraît que c'est l'une des plus belles routes scéniques, encore une. La SO1 ou l'Oregon Scenic Byway qui monte jusqu'à l'état de Washington. Comment ces roches se sont formées? Il faut savoir qu'il y a 12 000 ans environ, l'océan était 100 mètres plus haut. Donc là on serait en train de boire la tasse. Et puis la rive était à 8 km plus à l'ouest. Ah bah non, du coup, on boirait pas la tasse. On serait au-dessus. Au bout d'un moment, bien sûr, les océans se sont retirés. Et puis, le vent et les vagues ont fait leur office, grignotant petit à petit ces roches. À part ça, la côte, elle est beautiful. Décidément, les ennuis continue avec ces enregistrements vidéo. Après avoir effacé les vidéos la semaine dernière, eh bien cette fois-ci c'est le son qui n'a pas fonctionné. Vous aurez donc droit à quelques reprises au long de cette vidéo à ma voix off. C'est tout au long également de cette magnifique côte pacifique de l'Oregon que nous aurons l'occasion de voir plusieurs phares. Nous commencerons par le plus ancien encore debout. Le phare de Cap Blanco. Alors la spécialité du coin, surtout en Oregon, c'est le crabe dormeur. Alors on aurait très bien pu commander un crabe entier ou un demi-crabe. D'ailleurs, si vous voulez parler d'une histoire de crabe, c'est là que ça se passe. Mais alors, ils étaient vachement plus gros, hein. Alors, c'est quoi ce crabe dormeur ou Duggendes crabe? Ben, ça ressemble un petit peu au lobster roll, semble bien, qu'on retrouvera du côté de la côte est. Si ce n'est qu'à la place du pain au dog, on aura un pain de mie toasté, un peu de fromage, et puis le reste c'est de la chair de crabe. Mais qu'est-ce que c'est bon! Il y a de la salade aussi. Eh bien, j'aurais mangé mes légumes pour la journée.
Et t'exagères quand même. Fait pas si froid que ça. Nous découvrirons la plage de Bandon, une immense plage, telle qu'il y en a le long de cette côte pacifique de l'Oregon. Et sur celle-ci se trouvent des piscines où tu peux venir observer à marée basse les étoiles de mer ainsi que les anémones. Mais il y a également des moules et des pousse-pieds que tu n'as pas le droit de ramasser. Il y a aussi de drôles d'animaux. Nous y verrons également des phoques ainsi que leurs petits, qui sont, on va pas dire gardés par des bénévoles, mais protégés. Et ces bénévoles nous donnent également des renseignements sur les coutumes de ces phoques. Tout au long de cette côte, il est également possible d'observer les baleines lorsque c'est le moment de leur migration. Malgré qu'elle soit passée depuis bien quelques semaines, Carole essayera tout de même de voir un souffle. J'ai failli oublier, sur cette côte se trouvent également des dunes sur une 80aine de kilomètres. Le prochain phare que nous verrons sera celui de Etcheta. Avec lui aussi, tout comme le premier, une lentille de Fresnel. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Nous sommes à Cobble Beach. La particularité de cette plage, c'est qu'ici c'est pas du sable, c'est des galets. Et au plus ils sont tout noirs. Pourquoi ça? Parce que c'est de la roche volcanique qui a été polie au fur et à mesure des longues années, pour pas dire des millénaires, depuis que ces cailloux sont là. C'est impressionnant d'autant de bruit lorsque la mer se retire à travers ces galets. Aïe! Allô, vous m'entendez? 1, 2, 3. Ah oui, cette fois ça fonctionne. C'est parfait. Encore un phare. Bah oui, tout le long de cette côte, il y a des phares. Afin de pouvoir aider les marins qui longent cette côte. D'autant plus que nous sommes tout près de Newport, un des ports importants de la région. En parlant du port de Newport, avant, le long de cette côte, c'était une réserve indienne. Vous savez quoi? Hop, quick, ils ont coupé en deux pour pouvoir y faire le port. Les Indiens, allez, à gauche, à droite, foutez le camp. Le phare de Yakina, ou plutôt la tête de Yakina, Yakina Head. Oui, parce qu'il y en a un autre là-bas, c'est le plus vieux qui a été construit en bois.
mais qu'on n'a pas vu et que vous verrez pas non plus. Celui-ci a été construit en 1873, c'est le 5e des 11 phares construits sur cette côte de l'Oregon. La lentille qui est au sommet de ce phare est la même que celle que nous avons vue dans le phare précédent. C'est une lentille Fresnel inventée par Augustin Jean Fresnel en 1822. Donc celle-ci est venue de Paris. Elle est composée de 258 morceaux de verre afin de refléter la lumière au bon endroit. Et savez-vous, parce que moi en tant que marin d'eau douce, même si je suis pas marin du tout, que chaque phare a sa signature. Celui-ci, il éclaire 2 secondes, il s'éteint 2 secondes, il éclaire 2 secondes et il s'éteint 14 secondes. Au secours. Et il est sympa le coin qu'on a trouvé là. Regarde, il y a du sable. On peut même faire du feu dans le ring. C'est parfait. Alors, comme on l'a déjà dit, non on l'a pas dit. Si on l'a dit, mais tenez qu'il n'y avait pas le son, on ne vous l'a pas dit. Nous sommes au plein week-end du Memorial Day. Et plus précisément dimanche. Il est très difficile de trouver des places. Et sur la côte, on insiste, mais il y a bien quelques évitements, on peut dire ça comme ça. Oui. Et lorsqu'il y a un évitement, il est clairement mentionné overnight, interdit. Pardon. Il y a même tout plein d'instructions avec comme quoi tu vas recevoir un ticket. C'est ça. C'est pas un ticket d'entrée, c'est un ticket pour payer l'amende. Hein. Ouais. Donc, nous nous sommes rabattus sur une aire de récréation. Ça s'appelle comme ça? Oui. Hein? Vous avez entendu le petit bruit? Nous sommes au-dessus de Pacific City, au bord du littoral. C'est bien. D'ailleurs, il y a du sable. Ouais. Mais qui dit sable et aire de récréation dit OHV. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez, on vous montre quelques images. N'oubliez pas les bouchons d'oreilles. Je pense qu'on va bien dormir. Carole s'est posé la question s'il s'arrêtait la nuit. Ou s'il s'arrête pas, peut-être qu'ils font la fête. Ah bah on ira faire la fête avec eux alors. C'est ça. Bon, ce parking nous a coûté 25 $ la nuit. Et si vous regardez l'immense place que Hervé a, ben vous allez comprendre pourquoi. Et puis, pour dire que c'est la seule place que nous avons trouvée à un prix raisonnable. Parce que bien sûr, on aurait pu trouver ça dans un RV Park à passer 100 $ la place. On en a même vu à... 170 ou 180 Ah, vache. Je sais pas où on a atterri, hein, mais c'est noté là. Ils n'ont pas le droit de rouler de minuit à 6 h du matin. Yes. Je sais plus les concerts chez nous jusqu'à combien de décibels ils ont le droit. 100. Ah bah voilà, bah ici c'est 97. Carole, hein? je te propose qu'on a acheté un petit drapeau orange puis on le met sur Hervé et on va faire un petit tour. Hein? Eh oui, il faut le mettre à 9 pieds. Et on doit pas dépasser 97 décibels. C'est bon ça. Ça fait office de garage, il y a le lit qui est en dessus. Carole, hein? regarde, il y a même du wifi ici. Mais non, c'est le théâtre. Puis si je tombe dans l'autre sens. Ça... Ah oui, ça change pas. Alors, si on a un petit conseil à vous faire, évitez les aires de récréation pour dormir. Oui. Notamment celles où il y a des ATV et OHV. OHV, ouais. Mais le pire, ce n'est pas ça, finalement. Non, ça n'a même pas été les véhicules qui avaient le droit de rouler jusqu'à minuit. Bon, un petit tour de plus à minuit et demi, allez, hop. Ah ouais? Oui, je pense. Ah. Mais c'est surtout les gens, une fois qu'ils ont fini de tourner, qui sont pas très respectueux. Voilà, Des règles. des règles. Ouais.
Notamment celles qui concernent les génératrices et le fait que tu dois faire attention à tes voisins. Oui. Et c'est bien marqué sur le panneau Oui. hein, à chaque fois. Hein. Ouais. Et que les génératrices doivent s'arrêter entre 10h le soir et 6h le matin. Ouais, mais non. Ah bah non. Parce que celle-là, elle a bien tourné jusqu'à... Enfin, celle-ci. Non, celle qui était à côté de nous. Parce Ouais, que ça, peut-être c'est qu'il y en avait d'autres. Jusqu'à 2h du mat. Oui, je pense. Oui, c'est que après, en fait, ils se visionnent Voilà, de ce qu'ils ont fait la journée. de ce qu'ils ont fait la journée. Mais Mais, sur l'enceinte mobile. ouais. Ce qui fait que Toto les vroom, comme si tu y étais. Alors que toi, t'es dans ton lit. Oh non, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait penser au film Mad Max. C'était un peu ça. Ouais. Nous, on va continuer de journée Oui, on le s'est long de cette côte Ouais, de d'ailleurs- l'Oregon. Pardon. D'ailleurs, on s'est déplacé pour boire le café Ah oui, au c'est calme. vrai. Sur la Day-Use, soit une aire que tu peux utiliser la journée entre 6h le matin et 10h le soir. Voilà. Allez. Hein? Tentez. Ah, tiens. Alors on essaye de se motiver après cette nuit courte ou longue, ça dépend. On fait quand même des petites randonnées, hein, mais pas trop longues. Quelques-unes, mais pas trop longues. La première, The Boog. La première, The Big Spruce. Mais qu'est donc un spruce? Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un spruce? C'est un épicéa. Et celui-ci est un épicéa de Sitka. Voilà. C'est le plus grand de l'Oregon. Celui-ci fait environ 44 mètres de haut. Un petit rigolo par rapport au séquoia géant qu'on a vu précédemment. Et 15 mètres de circonférence. L'arbre Octopus, également un épicéa. Celui-ci a 7 branches. Nul ne sait pourquoi cet épicéa a poussé de cette manière. Celui-ci est devenu l'arbre héritage de l'Oregon en 2009. Nous sommes à Tillamook. Pour ceux qui ont déjà fait leurs courses dans les supermarchés américains, probablement que ce nom leur dit quelque chose. Surtout s'ils vont dans le rayon fromagerie, enfin, pour autant qu'on puisse dire rayon fromagerie dans un supermarché américain. C'est plutôt le rayon des cheddar et compagnie. Tillamook est une grande société de fabrication de fromage vendue à travers tout le pays. Nous avons tenté d'aller à l'usine, ce qu'on peut dire usine. Quand on est arrivé, on s'est dit, ah, c'est pas ici qu'ils fabriquent du gruyère, hein, on va pas retrouver des meules. Et bien, en ce jour de Memorial Day, il y a beaucoup trop de monde. Nous avons donc rebroussé chemin et on ira probablement demain. Ouais, parce qu'ils font des très bonnes glaces aussi. Par contre, nous avions prévu un petit arrêt à Tillamook dans un Harvest Host pour ne pas changer, qui s'appelle le Blue Heron French Cheese Factory. Et oui, ici, ils fabriquent du brie. Donc on va goûter tout ça avec autre chose. Cheers! Bien entendu, toujours avec modération. Voilà, nous avons quitté le Blue Cheese French Factory. Et c'était parfait. Un emplacement mais d'une tranquillité. Ah, c'est ça qui est assez dingue en voyageant de cette manière, c'est que tu peux passer une nuit relativement épouvantable à une nuit d'un calme olympien. Ça veut rien dire, mais je l'ai dit. Prochaine destination, eh ben, une fabrique de fromage. Encore? Ah oui. Alors, on a bien fait de venir aujourd'hui, soit le mardi d'après, celui qui suivait le lundi du Memorial Day. Parce qu'alors il y a nettement moins de monde. Nous avons pu succinctement faire un petit tour de l'usine.
bah, c'est la visite qui passe par en dessus. Parce que les visites guidées, c'est plein, archi plein. C'est pas du gruyère, ça c'est sûr. Même si les cuves pour les préparer aux quantités suffisamment importantes peuvent y ressembler. Mais alors ce qui ressort, c'est pas du tout pareil. Hein. Du fromage fondu. Fondu, regardez, il mélange tout. Tel que celui-ci aussi. Le cheddar, il y en a de toutes les couleurs. Principalement du blond et du orange. Tel que celui-ci. Ou celui-là. Mais celui-ci, c'est encore un spécial parce que c'est un Monterey Jack. Après, ne me demandez pas quelles sont les spécificités de chacun, parce que je n'en sais rien. Hier, lorsque nous sommes allés faire la dégustation de fromage, avec un petit peu de vin, la dame nous a expliqué les différentes sortes de cheddar, justement, et le Swiss cheese, qui ressemble à ça. Lorsqu'elle nous a dit ça, on lui a dit que nous venions de Suisse, et puis que leur Swiss cheese, eh ben, il n'était pas suisse du tout. Hein. Donc elle a corrigé, elle a dit fake Swiss cheese. Un petit peu d'histoire, c'est en 1851, et oui, il y a moins de 2 siècles qu'arriva le premier pionnier ici. Et il se dit, ouh là là, c'est vachement bien, l'herbe est verte, il pleut relativement souvent, les vaches vont être grosses. Et produire du bon lait, c'est effectivement le cas. En 1854, afin de pouvoir transporter le lait à Portland, qui se trouve un poil plus haut, la route étant très longue, parce qu'il faut passer par-dessus les montagnes, ils construisirent un bateau, le Morning Star, qui remontait le Pacifique avant d'entrer dans la Columbia River et d'arriver à Portland. C'est en 1909 que plusieurs laiteries se réunirent en payant $10 de l'époque pour constituer une coopérative. Et depuis, ben, ça a vachement grandi. Hein. Bon, tu veux quoi? Non, 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 non. Comme ça. Cette beau qui pousse. Ah là, c'est mal d'oreille. Nous sommes à Cannon Beach. À Cannon Beach, il y a le Haystack, un des plus grands monolithes au bord de ces plages de l'Oregon, si ce n'est le plus grand monolithe. Il fait 72 mètres de haut. Si nous sommes là, entre autres, c'est que la dame, lorsque nous sommes arrivés à la frontière de l'Oregon, au Visitor Center, nous avait montré des photos de puffins qu'elle avait prises une semaine avant, soit il y a bien quelques jours. Et ils sont là-bas. C'est trop loin. On pourra aller les voir à marée basse. Seulement là maintenant, elles montent. Lewis et Clark. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Nous vous en avons déjà parlé là, lorsque nous étions à Saint-Louis. C'était une expédition avec messieurs Lewis et Clark qui ont traversé plus d'une fois le pays pour arriver ici. Ils sont notamment arrivés là où nous sommes, soit à la frontière entre l'Oregon et l'État de Washington en 1805. La frontière étant définie par la rivière Columbia. Nous sommes donc à Fort Stevens State Park. C'est ici que le Fort Stevens a été construit en 1865. Ce fort servit à défendre les États-Unis contre une éventuelle attaque d'ennemis. Et bien, celle-ci eut lieu le 21 juin 1942 par un sous-marin japonais qui balança 17 obus. Ce fut la première attaque sur le territoire continental américain depuis 1812. Mais avant ça, ce fut les Clatsop qui vécurent ici, une tribu indienne, encore une, car il y en avait 9 en Oregon. Après l'arrivée de Lewis et Clark ici en 1805, bien entendu que cela titilla l'esprit de certains colons qui vinrent jusqu'ici. Et oui, ces beaux verts là, c'est magnifique. Mais malheureusement, il y avait une tribu. Et comment est-ce qu'on fait quand il y a des tribus indiennes? Hein? Comment est-ce que l'on fait?
Bah, tout simplement, on lance des rumeurs sur des attaques par ces tribus. Et c'est ce qui arriva en 1829. De ce fait, la Hudson Bay Company attaqua le village indien. Et il y eut des batailles, comme on a pu déjà en parler lorsque nous étions dans les parcs de l'Ouest. En 1851, le chef de la tribu Clatsop trouva un accord avec l'armée américaine. Mais celui-ci ne fut jamais entériné par le Congrès. Donc, au revoir, la tribu indienne et les colons prirent donc possession des terres. Ouh, y a quelqu'un? Eh ben, c'est bien loin hein, quand même. Hein. Des batteries fortifiées. Bon, on va pas vous en montrer 1000 images, parce qu'on en a déjà fait suffisamment lorsque nous avons visité divers lieux du mur de l'Atlantique. Ça se ressemble un petit peu. Hein? Du béton, un canon. Bon, je suis juste en train de lire les recommandations au cas où on croiserait un cougar. On sait jamais. Hein. Bon, on doit pas se promener tout seul, c'est déjà ça. Après Fort Stevens au bord du Pacifique, nous voici à Fort Clatsop, qui n'a rien à voir avec le premier nommé. Fort Clatsop est une reconstitution du fort que construisirent Lewis et Clark en arrivant ici en Oregon. Ils partirent fin 1803 de Saint-Louis, qui était la porte vers l'ouest, pour arriver ici à la fin de l'année 1805, soit 2 ans de voyage, en canoë, en suivant les rivières, en commençant par le Missouri. Ils restèrent quelque temps ici avant de rentrer chez eux à Saint-Louis. Leur voyage dura à peu près 2 ans et 4 mois en totalité. On va aller voir ça? Allez, on vous emmène. Viens, je t'emmène. Nous sommes donc à Fort Clatsop, ou plutôt une reconstitution de ce que fut le fort construit à l'hiver 1805-1806. Lorsque j'ai parlé que l'expédition débuta en 1803, c'était pas tout à fait ça, mais presque. C'est en 1803 que Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, mandata Meriwether Lewis pour monter une expédition secrète à l'époque afin de traverser les États-Unis. Et pourquoi secrète? Ce qui était la Louisiane appartenait encore aux Français. C'est en 1803 que Napoléon l'a vendu pour 11 millions de dollars aux États-Unis. Meriwether Lewis était le secrétaire personnel de Thomas Jefferson. Mais c'était aussi un militaire et un scientifique. Ce qui fait donc que cette expédition était plutôt à but scientifique afin de pouvoir connaître et planifier le terrain jusqu'à l'ouest. Meriwether Lewis rencontra son ami William Clark à Saint-Louis et c'est de là que les deux partirent le 14 mai 1804 en bateau, ou plutôt en canoë, afin de remonter le Missouri. Ce qu'ils firent au périple de leur vie. Bien sûr, pendant leur périple, ils rencontrèrent une pétée de tribus indiennes. Des Sioux, des Lakota, des Shoshones, etc., etc. Mais arriva un moment où il fut difficile de continuer le Missouri. Ah bah parce qu'il finissait, parce qu'il finissait pas en fait, c'était le début. Donc il n'y avait plus de Missouri. Et surtout il y avait les montagnes rocheuses qu'il fallait traverser. Avant cela, ils s'établirent à Fort Mondon, qui était le nom d'une tribu indienne, pour passer l'hiver 1804-1805. Et c'est au printemps qu'ils repartirent donc pour traverser les Rocheuses à cheval. Et oui, les bateaux, c'était fini, ils ne pouvaient plus. Bah, c'est difficile de grimper les montagnes avec un bateau. Tout ça grâce à une Shoshone qui était la femme d'un Français du nom de Toussaint. Et cette Shoshone, Sacagawea. Alors Carole elle dit Sagawewa. Saga. Je sais plus. Enfin bon, bref. Allez,
vous l'écris là, hein, qui servit d'interprète. Et ils purent donc obtenir des chevaux afin de traverser ces montagnes. Ils arrivèrent après quelques mois ici au bord de l'océan Pacifique. Si ce fort s'appelle Clatsop, c'est le nom d'une tribu d'ici. Et ça, on l'a déjà dit lorsque nous avons visité Fort Stevens. Une particularité des membres de cette expédition, il y avait un noir, un esclave affranchi, celui de William Clark. Et les Indiens n'avaient jamais vu d'homme de couleur. Ils l'ont surnommé le bison, car sa couleur de peau ressemblait étrangement à celle de la fourrure des bisons. Ils l'observaient de bas en haut. Et si l'on vous parle d'une expédition scientifique, c'est que tout au long du voyage, Clark a pris des mesures afin de dessiner une carte sur les 4000 miles qu'ils ont empruntés, soit environ 6400 km. Et si l'on compare la carte qu'a établie Clark à l'époque et celle d'aujourd'hui, figurez-vous qu'il n'y a que, en guillemets, 40 miles, soit 64 km de différence entre la sienne et celle d'aujourd'hui. Et puis ils profitèrent aussi de récolter énormément d'informations sur les animaux et les plantes. Ils tentèrent même de capturer un chien de prairie, un animal qu'ils n'avaient jamais vu. Ils réussirent à en choper un et l'envoyèrent au président Thomas Jefferson. Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo sur la côte pacifique de l'Oregon. Personnellement, j'ai nettement préféré celle de l'Oregon à celle de la Californie. Oui, beaucoup plus sauvage, mais aussi tout aussi difficile de pouvoir y stationner sauvagement. c'est un peu compliqué. C'est comme ça. Donc cette vidéo se termine. J'ai pas fini. Vite. Cette vidéo se termine sur l'Oregon et sa côte magnifique. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas Facebook, Instagram, likez, commentez, partagez. Et la suite c'est là. C'est Washington, Voilà. enfin l'État de Washington. Et on doit faire le service. Et oui, cela fait déjà 50 000 km que nous avons parcouru en 2 mois. Ciao. Bye bye, ciao ciao. 2 mois.